Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous allons commencer par ouvrir un vieux livre d'écolier. Vous savez, un livre, on va dire, du début du XXe siècle. Et on est entre le chapitre sur les guerres de religion, qui fait peur à tout le monde, et puis le chapitre sur Louis XIII et Richelieu, la reconstitution d'un État fort, etc. Et là, vous avez une belle image d'Épinal, celle du roi Henri IV, devant ses paysans, toute la question de la poule au pot tous les dimanches, vous savez. Le roi est là, tout bonhomme, avec une lueur de bienveillance dans les yeux, et à ses côtés, le ministre loyal et sage, avec sa mine grave, extrêmement attentive, c'est Sully. Ah, il faut les voir, ces paysans marqués par le labeur et les épreuves et qui ont l'air pleins d'une gratitude tout à fait sincère, puisque le bon roi Henri est là pour écouter leurs doléances et, en tendant l'oreille au sujet, le roi incarne le désir de paix, de réconciliation après toutes ces guerres civiles qui ont déchiré, dévasté le royaume. Le règne du bon roi Henri doit marquer le début d'une ère nouvelle, une ère où l'unité et la prospérité vont renaître des cendres de la discorde. Et puis il y a donc celui qui est l'architecte des réformes économiques, des réformes administratives, celui qui veille à tout et dont le regard pénétrant scrute le visage du moindre des sujets du roi. C'est Sully, bien sûr, Henri IV et Sully, le tandem parfait, celui qui apporte la compassion royale et l'autre qui est l'homme de la rigueur et de la planification. Les deux vont incarner la promesse d'un avenir meilleur. Ça, c'est pour l'image d'Épinal. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier à cette image un peu simpliste? Peut-être en partie. C'est pas parce qu'une réalité s'est érigée à l'état de mythe, voire de légende, qu'elle ment nécessairement. Le mythe exagère, il peut édulcorer ou altérer, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et Sully, dans l'image que nous nous faisons de lui, Sully n'est peut-être pas si différent dans la réalité qu'il l'a été dans l'image qu'on a voulu en garder. Laurent Avezou vient de publier chez Talandier une biographie qui synthétise des années de recherche sur cette grande figure, et il nous aide à essayer de comprendre celui qui aura été le soutien indéfectible du roi Henri, dès l'époque où il n'était qu'Henri de Navarre, bien entendu. Il a grandi dans l'ombre du plus illustre des rois, Sully. Évidemment que Richelieu n'aura pas besoin de Louis XIII pour être grand, il l'est par lui-même. On a l'impression que Sully, tout seul, n'aurait pas été grand-chose. Je dis bien, on a l'impression, parce que vous allez voir que la réalité est plus subtile que cela. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il s'appelle Maximilien de Béthune au départ, Sully. On sait qu'il est né dans le vieux château féodal de Rosny, donc on est à l'ouest de Mantes. Hein. On connaît ça du fait du péage routier, là maintenant, évidemment. Il est né au cœur de l'hiver 1559. 1559, c'était l'année de la mort du roi Henri II. Son père était le baron de Rosny, François de Béthune, et il l'a élevé avec ses autres fils dans la foi réformée. Très important, cette dimension-là qui va d'une certaine manière dessiner tout l'avenir de Maximilien. On n'est pas encore tout à fait dans les guerres de religion au moment où il naît. Hein. C'est que 2 ans plus tard que la France va plonger dans une première guerre, prélude à 4 décennies de combats fratricides extrêmement sanglants. Et contrairement à ses frères Salomon et Philippe, qui sont revenus au catholicisme dès que les opportunités de carrière les ont incités à montrer patte blanche, Maximilien, lui, est toujours resté fidèle à la religion de son père, en l'occurrence au calvinisme. D'ailleurs, ce père est resté d'abord à l'écart des guerres de religion, puis il a fini par rejoindre les armées du prince de Condé en 1569 à Jarnac. Il y a cette terrible défaite protestante de Jarnac, au cours de laquelle François de Béthune est fait prisonnier. On va le reléguer dans son château sous bonne garde, et puis l'année suivante, c'est la paix de Saint-Germain qui lui permet de retrouver sa liberté de mouvement. Cette paix, qui concède un certain nombre d'avantages aux Huguenots, bien qu'ils aient été vaincus sur le champ de bataille. Cette paix qui a été voulue par Catherine de Médicis, par Michel de l'Hôpital, vous connaissez cette histoire.
Cette paix, elle exaspère le parti catholique. Et à la tête de ce parti catholique, les Guises, bien entendu. Et puis, il y a cette influence grandissante de Gaspard de Coligny, qui maintenant est le chef du parti protestant, influence très grande à la cour, en particulier sur l'esprit du jeune roi Charles IX. Et pour juguler le mécontentement qui grandit, Catherine de Médicis va organiser le mariage de sa fille, la sœur de Charles IX, Marguerite de Valois, avec le fils de la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, un certain Henri de Navarre. Voilà comment se dit-elle réconcilier le camp catholique au camp protestant. On est là en 1572. Ces noces vont se tenir à Paris. Vous le savez, elles devaient réconcilier la France. C'est à cette occasion que le jeune Maximilien de Béthune est présenté au roi de Navarre, qui a 7 ans de plus que lui. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que Sully devient l'homme de Henri. Il va le rester d'ailleurs jusqu'à l'assassinat d'Henri IV. Ce sera en 1610. C'est ce qu'on appelle une très longue, une très fidèle amitié. Alors, pour le moment, l'heure n'est pas venue encore du service. François de Béthune a prévu de laisser son fils continuer ses études au collège de Bourgogne. Ça peut durer encore 2 à 3 ans. Maximilien loge au collège du Mans, qui n'est pas loin de l'actuel lycée Louis le Grand. Et vous savez ce qui va se passer à l'issue du célèbre mariage, dans la nuit du 24 août 1572, donc juste après le mariage d'Henri de Navarre, et 2 jours après l'attentat manqué contre l'amiral de Coligny. Eh bien, c'est la terrible Saint-Barthélemy. On a des clameurs sanglantes qui arrivent aux oreilles de Maximilien. Son précepteur et son gouverneur vont essayer d'aller s'informer. Ils vont aux nouvelles et on ne les verra pas revenir. Et Maximilien, qui n'a que 12 ans pourtant à l'époque, va faire preuve d'une espèce de réflexe, de présence d'esprit pour échapper aux exécuteurs qui sont en train de sillonner la capitale à la recherche de tous les protestants qu'ils pourraient bien massacrer. Il décide de partir rejoindre le collège de Bourgogne avec un livre à la main qui est un livre de prière catholique. C'est un peu son blanc-seing, si vous voulez. Il va être caché par le principal du collège de Bourgogne et il sera élevé à la catholique comme les autres écoliers pendant 1 an. Son père lui avait demandé de rester auprès du roi de Navarre, le roi de Navarre qui à l'époque est retenu plus ou moins en otage à la cour. Il va devenir son page pendant les 4 années que dure le séjour contraint de Henri à la cour. Et en 1576, quand Henri de Navarre finit par échapper à la surveillance de ceux qui sont en vérité moins ses serviteurs que ses geôliers, il profite d'une partie de chasse, vous savez, pour se sauver. Eh bien, Maximilien fait partie des serviteurs qui ont été prévenus par Navarre, qui vont le rejoindre à Pontoise et l'aider dans sa fuite. Et à partir de ce moment-là, si on enlève une toute petite période entre 1581 et 83, pendant laquelle Maximilien décide de suivre le duc d'Anjou, le frère d'Henri III et l'héritier présomptif du trône dans son expédition aux Pays-Bas, à partir de ce moment-là, il va rester fidèle à Henri de Navarre et s'illustrer à ses côtés. À Coutras, où il dirige l'artillerie contre les troupes royales du duc de Joyeuse, à Ivry, où il va être blessé grièvement. En 1589, le roi Henri III a désigné sur son lit de mort son cousin Henri de Navarre, et beau-frère par ailleurs, comme successeur. Et 4 ans plus tard, celui qu'on peut désormais appeler Henri IV va abjurer sa religion, revenir au catholicisme pour la couronne. L'année suivante, on est en 1594, il se fera couronner à Chartres, et encore 4 ans plus tard, en 98, ce sera l'édit de Nantes, bien sûr, qui va instaurer la paix civile, et qui va essayer de reconstruire le royaume. Et dans cette reconstruction, dans cette espèce dans un premier temps, d'état des lieux, puis de très grand effort, de très grand élan général pour rebâtir la France sur les ruines des guerres de religion, le baron de Rosny, puisque depuis la mort de son père, c'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant, Maximilien va pouvoir jouer sa partie. Vous écoutez Radio Classique. Donc, à partir de 1598, Maximilien de Béthune est à l'œuvre. Il a gagné la confiance du roi, il a des charges qui viennent s'accumuler, elles sont très diverses. Et la première de ces charges, c'est celle de surintendant des finances. C'est pas très habituel ça, puisque normalement c'est une charge qu'on donne aux gens de robe, pas à un gentilhomme qui s'est préparé au métier des armes.
D'où vient cette faveur royale tellement inhabituelle? Probablement des services que Maximilien a rendus à Henri de Navarre lors du siège d'Amiens. On était à l'été 1597. Il a réussi à trouver, dans des circonstances qui étaient particulièrement difficiles, il a réussi à trouver le financement nécessaire à la poursuite du siège. Et Henri IV, qui est un prince particulièrement pragmatique, qui sait reconnaître la valeur des uns et des autres et qui sait distinguer les talents, Henri IV s'est dit, cet homme-là est absolument indispensable. D'une certaine manière, on doit pouvoir dire que le tandem Henri IV-Sully date de cette affaire de siège d'Amiens. Et d'ailleurs, le talent financier du baron de Rosny va se confirmer une fois qu'il aura la surintendance des finances, avec une action qui essentiellement consiste en une politique d'économie, de remise en ordre. Il faut dire que 40 ans de guerre civile ont complètement ruiné le trésor royal, qui déjà n'était pas brillant, vous me direz. Au-delà du trésor, ça a complètement ruiné le pays, les fermes sont détruites, les étables sont vides, un certain nombre de villages ont littéralement été désertés. Il suffit de se promener en France pour constater l'étendue considérable des dégâts de ces guerres civiles. Rosny va donc se mettre au travail. D'abord, il supprime les charges inutiles. Il recouvre les domaines royaux usurpés ou abandonnés, ça c'est fondamental, c'est la base, si je puis dire. Et puis, très vite, il se met, et simultanément, à contrôler sévèrement les dépenses de l'État. Il va jusqu'à s'opposer à certaines des libéralités du roi envers ses maîtresses, par exemple. Pas question de faire des promesses inconsidérées ou des dépenses qui seraient somptuaires. Et pendant les tournées, on le voit démettre de leurs fonctions un certain nombre de trésoriers ou d'agents locaux dont les malversations ont été mises en évidence. Il ne fait pas dans la dentelle, si j'ose dire, à propos d'une époque où l'on utilise beaucoup de dentelle. Il est assez brutal, le baron de Rosny. D'ailleurs, on va se plaindre de lui auprès du nouveau roi qui écoute, mais qui surtout se ravit de voir entrer dans les caisses du trésor un argent frais et bienvenu. Dès les premières années à la surintendance des finances, Rosny équilibre le budget et très vite, il fait des économies qui vont s'entasser dans ce qui est un peu le coffre-fort de la couronne à l'époque, le château de la Bastille. Il est non seulement surintendant des finances en 1598, mais grand voyer de France, surintendant des fortifications et grand maître de l'artillerie en 1599, Sully, surintendant des bâtiments royaux en 1602, et en quelques années, on peut dire de Maximilien qu'il aura cumulé les charges les plus hautes du royaume. Et puis, en 1606, alors là, c'est la consécration, puisque Maximilien, baron de Rosny, devient duc et père, duc de Sully donc. Seule la charge de connétable de France, qui normalement ne peut pas être donnée à un protestant, seule cette charge-là va lui échapper. Et à côté de ça, celui qu'on peut désormais appeler Sully, puisqu'il est duc de Sully, entreprend toute une politique d'urbanisme, d'aménagement du territoire. On le voit à Paris diriger la construction de la place royale, ce qu'on va appeler la place des Vosges, nous. De la place Dauphine, vous savez, au bout de l'île de la Cité, de l'hôpital Saint-Louis. Il entreprend de grands travaux au Louvre, aux Tuileries, dans tout le royaume. Il répare les routes, il construit de nouveaux ponts. Il fait tracer des canaux, très importants ça pour la circulation des marchandises. Sully est un terrien, il ne voit la prospérité que dans la terre. C'est là la fameuse phrase « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France » et il va encourager les réformes et l'élevage du ver à soie. Ça, c'est Olivier de Serres. Et là, je vous avais dit que ça nous rappellerait des souvenirs scolaires, cette affaire cette vie de Sully. Alors, est-ce qu'il était, au sens propre, le premier ministre d'Henri IV ? À l'époque, le terme de ministre n'a pas vraiment de pertinence institutionnelle. C'est en tout cas ce que nous dit Laurent Avzou, qui vient de faire paraître cette belle biographie aux éditions Talendier. Ce n'est que sous Louis XIII que le terme s'imposera pour désigner certains membres du Conseil. Les rois qui ont précédé Henri IV ont toujours aimé se décharger d'une partie de l'exercice du gouvernement sur des conseillers, mais on ne peut pas parler vraiment de ministres. Henri IV reste fidèle à cette tradition. Il s'entoure de toutes sortes d'hommes de confiance,
pour la plupart assez polyvalents. C'est le cas de Sully, bien entendu, qui ne s'est jamais retrouvé dans la situation d'un Premier ministre qui aurait fait écran entre le roi et les autres membres du Conseil. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il a existé une espèce de concordance, d'identité de vue entre le roi et son grand serviteur. Alors, à ce stade, on préférerait que l'histoire s'arrête, que ce couple mythique de l'histoire de France poursuive une route pleine de gloire. Seulement, vous savez comment est l'histoire, elle nous réserve toujours des surprises. Et le 14 mai 1610, tout va s'écrouler. Vous connaissez la scène, le roi traverse Paris justement pour aller rendre visite à Sully qui est souffrant, qui se tient dans son hôtel de l'Arsenal. Et voilà qu'un fanatique du nom de François Ravaillac, un catholique d'Angoulême, va poignarder le roi devant l'auberge du Cœur Couronné, rue de la Ferronnerie. Et dans le carrosse qui le ramène au Louvre, Henri IV rend son dernier souffle. Il avait 56 ans, la France est veuve, elle pleure, celui qui avait ramené la concorde civile. Et Rony, me direz-vous, et Sully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, cette journée du 14 mai 1610, c'est le chemin de croix de Sully qui, dès qu'il apprend la rumeur de l'attentat contre le roi, part aux nouvelles. Mais apprenant la réalité, il rentre se barricader chez lui. Il s'est dit que c'était peut-être un retour de la Saint-Barthélemy d'une certaine façon. Il faudra les visites du connétable de Montmorency puis du duc d'Épernon, suivi d'une nouvelle semonce de la reine-mère, de Marie de Médicis donc, pour que Sully se décide à sortir de chez lui et à se présenter au Louvre. Alors, qui pour assurer la régence? En 1610, Louis XIII n'est qu'un enfant encore, il y a beaucoup de prétendants et pendant quelques heures, c'est l'incertitude. Et puis finalement, Marie de Médicis, qui a été couronnée la veille de l'assassinat d'Henri IV, j'ai envie de dire comme par hasard, ça nous entraînerait ailleurs, Marie de Médicis va s'imposer. Henri IV, dès 1603, avait commencé à initier son épouse aux affaires du royaume et au fil des années, elle a développé tout un réseau et une fois au pouvoir, elle va reconduire complètement, intégralement le gouvernement d'Henri IV et donc Sully conserve les finances. Il est aussi nommé membre du conseil de régence, il prépare le budget de 1611, sauf que là, ça devient difficile de travailler avec la nouvelle équipe, si je puis dire. Sully ne s'est pas fait que des amis à l'époque où, brutalement, il assainissait les finances du royaume. Sa morgue, la grande faveur dont il jouissait auprès d'Henri IV, tout ça lui a fait pas mal d'ennemis. Et puis, Sully est un protestant qui continue à souhaiter la guerre contre les catholiques Habsbourg. Cette guerre que préparait Henri IV et au bord de laquelle on se trouvait au moment de son assassinat, celle dont le nouveau gouvernement et celle dont Marie de Médicis ne veulent plus entendre parler. En janvier 1611, Sully ne voit pas comment faire autrement que de démissionner. Il rend ses charges de surintendant des finances et de gouverneur de la Bastille. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est très dur ce qu'il vit évidemment avec beaucoup d'amertume. Il voit bien qu'il est déjà oublié alors qu'il est encore présent d'une certaine manière. Il désespère de revenir un jour au pouvoir et avec beaucoup de peine, il voit combien l'œuvre politique qu'il avait accomplie dans l'ombre du roi Henri est constamment malmenée par la nouvelle équipe autour de Marie de Médicis. Sully décide de prendre de plus en plus de recul. Il va se faire oublier jusqu'à sa mort. Cette mort, elle interviendra bien plus tard, en 1641, c'est-à-dire 30 ans après la mort d'Henri IV. Il est bien cruel de se survivre à soi-même pendant si longtemps, dans une espèce de silence qui entoure Sully et qui est un silence assourdissant. Voici ce que nous dit Laurent Avezou dans sa biographie parue donc chez Talandier. Chaque nouvelle histoire du règne d'Henri IV, celle de Scipion Duplex en 1632, celle de Baptiste Legrain en 1633, est un clou enfoncé dans le cercueil de sa postérité. Combien rares y sont les mentions de ses services qu'il juge évidemment excellents. Alors, de dépit, il peaufine sa propre légende en écrivant et réécrivant ses mémoires au titre baroque, les économies royales. Économie, ça fait référence ici aux soins apportés à la bonne marche de l'État. Les économies royales, ce seront les mémoires de Sully. C'est de cette légende, nous dit Laurent Avezou, c'est de cette légende de Sully qu'est sorti le mythe de Sully. Parce que vous aurez bien compris qu'il aura été lui-même, cet homme-là, l'instigateur de sa propre légende. Et dans ses mémoires,
Chaque événement rapporté l'occasion de mettre en avant les services qui ont été les siens auprès d'Henri IV, la plupart du temps en modifiant un peu les faits, en tout cas en grossissant les services qu'il a pu rendre. Et ces mémoires seront repris par d'autres après une petite éclipse pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. C'est difficile évidemment pour les fils et petits-fils d'Henri IV d'admettre que l'aïeul en question, Henri IV, aurait été à la fois peut-être plus doué qu'eux et mieux entouré, n'est-ce pas ? Petit à petit, ces mémoires seront remis au goût du jour au XVIIIe siècle par les physiocrates, vous savez, ces gens qui justement croyaient eux aussi au labourage et au pâturage et qui feront de Sully une sorte de grand-père de l'agriculture moderne, un modèle d'une certaine manière qui aurait jeté les bases de la France des physiocrates. Bref, Sully est en train d'entrer dans la légende dès le XVIIIe siècle, il n'en est pas sorti et nous ne l'en avons pas fait sortir. Vous écoutez Radio Classique.